Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un documentaire ni un montage vidéo. J'aimerais simplement vous parler du problème, selon moi, des mauvais arguments contre l'islam, ou plutôt des mauvais arguments contre le phénomène plus général d'islamisation, réelle ou supposée, totale ou partielle, de notre société actuelle. Alors comme vous le savez, le Fidepost a publié par le passé de nombreuses réfutations de l'islam et a également relayé, voire traduit des réfutations de l'islam par les plus illustres théologiens catholiques tels que Saint Jean de Damas, Pierre le Vénérable, Saint Thomas d'Aquin ou encore Monseigneur Pavie. Nous avons donc acquis au fil du temps une certaine expertise sur le sujet, et cette expertise, bien que modeste et limitée, nous permet de proposer aux différentes composantes de notre société actuelle non seulement des solutions théologiques, mais aussi des alternatives politiques à l'actuel modèle pluraliste et multiculturaliste dont l'islamisation n'est en réalité que l'une des nombreuses expressions. L'an dernier, j'avais composé d'ailleurs un article où je détaillais les différents obstacles pouvant survenir au niveau de l'apologétique catholique, notamment à l'égard des musulmans, dans notre époque actuelle. Et j'avais donc principalement abordé cette question d'un point de vue théologique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder cette question sous un angle plus sociétal et politique, ce qui, de notre point de vue de catholique, n'est nullement séparé, évidemment, d'une approche plus strictement théologique. La vision intégrale et réaliste que nous portons aussi bien sur la foi que sur le domaine temporel est d'ailleurs tout ce qui constitue notre avantage et notre supériorité lorsque l'on aborde cette question de l'islam comparativement aux approches erronées des laïcards, des post-républicains et des néo-identitaires. Alors le premier argument politique contre l'islam aujourd'hui, c'est évidemment l'argument laïciste ou plus généralement l'argument libéral. Donc sur un plan politique, mais immédiatement lié à l'irreligiosité et à la désacralisation de l'ordre social et naturel, l'argument le plus néfaste et surtout le plus absurde contre l'islam, c'est le dogme de la laïcité, ou plus exactement le laïcisme. Depuis les tentatives brutales et désespérées de la 4ème République de dévoiler les femmes algériennes dans les années 50, initiative qui a d'ailleurs été condamnée par les Pères Blancs à l'époque, jusqu'aux affaires plus récentes en France, le laïcisme est systématiquement proposé comme argument et comme solution au communautarisme musulman et à ses diverses expressions sociales, qu'elles soient publiques ou même qu'elles soient privées. La nocivité et la fausseté de cet argument laïciste découlent tout d'abord de l'absurdité de son modèle, ou plus exactement du synonyme en fait du laïcisme. Le laïcisme, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement le libéralisme politique et le pluralisme idéologique et religieux. De fait, le laïcisme est en somme l'application politique de l'athéisme, de l'agnosticisme ou plus simplement du libéralisme philosophique dans la société. Ce système prétend offrir une gestion scientifique et rationnelle du pouvoir tout en assurant une neutralité parfaite de l'État et de ses institutions. Alors pour toute personne ayant un minimum d'éducation, il est évident que ces deux promesses de la Révolution sont non seulement des mensonges hypocrites, mais aussi constituent une approche utopique, irréaliste et donc irrationnelle du fait social et politique. L'État laïque, quoi qu'il en dise, à défaut de se fonder sur une religion fondée par Dieu, qui ne pourrait être que le catholicisme, se fonde sur un ensemble de mythes, de croyances et de dogmes dont nous avons déjà parlé en d'autres occasions. Et l'un de ces mythes consiste à croire que le modèle laïciste, qui permet l'expression de toutes les croyances et de toutes les opinions, serait le modèle de société le plus parfait, le plus rationnel et le seul à même de garantir les libertés publiques et la paix civile. Ce mythe est hypocrite parce qu'en réalité, aujourd'hui encore, le régime en place pratique lui aussi la censure, voire même l'anathème idéologique, que ce soit via le pouvoir de la loi ou par l'action agressive de la classe managériale, qui se charge de diffuser l'idéologie officielle, de filtrer les oppositions contrôlées ou contrôlables, et de calomnier ou de diaboliser les oppositions potentiellement dangereuses ou les oppositions immédiatement contraires à l'idéologie dominante. Deuxièmement, ce mythe laïciste est absurde et néfaste, puisque ceux qui se parent de ces supposées vertus pour s'opposer en particulier, ou plutôt en l'espèce, à la montée de l'islam radical, du communautarisme musulman ou du fondamentalisme islamique, appelez ça comme vous voulez, ne se rendent généralement pas compte que c'est précisément le laïcisme qui permet le développement de l'islam d'une façon générale, sous différentes formes, dans la société actuelle.
car le laïcisme dogmatisé par les régimes occidentaux postmodernes, ce n'est pas autre chose que la traduction politique de l'hérésie de la liberté religieuse condamnée tant de fois par l'Église catholique. À ce sujet, je renvoie nos abonnés vers la chaîne Maccabée et vers son récent documentaire, excellent documentaire traitant justement de cette question de la liberté religieuse. Donc sur la chaîne Maccabée, et c'est un documentaire dont je salue la qualité à tous les niveaux. Alors visiblement, les héritiers de la Révolution, qu'ils soient de droite ou de gauche, restent incapables de tirer les leçons de la politique désastreuse de la France apostate en Algérie, que ce soit par un sentiment de fausse culpabilité, comme on le voit souvent à gauche notamment, avec la soi-disant repentance coloniale, ou par un orgueil pathétique qui, là, se fonde plutôt effectivement sur un refus obstiné de considérer les potentielles erreurs qui ont été commises au nom de la nation française. Ça ne veut pas dire que la France est responsable, mais ça veut dire que les régimes l'ont été. Et donc ces deux positions, ces deux comportements ou ces deux approches contraires, eh bien, effectivement, posent problème puisqu'elles échappent effectivement au réel et quelque part, elles nous empêchent d'avancer vers des solutions pérennes et équitables. Pourtant, à droite comme à gauche, les uns comme les autres répètent les mêmes erreurs en France et brandissent nos prétendues valeurs laïques comme étant la solution aux problématiques proposées par la présence de l'islam, et notamment de l'islam dit militant en France. Présence de l'islam qui, encore une fois, est pourtant fondamentalement due au laïcisme, et plus largement au libéralisme philosophique et à tous ses corollaires dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le pluralisme en général. C'est ça qui est absolument incroyable. En tout cas qui est complètement incohérent. Car en effet, si l'État et la société partent du principe qu'aucune religion n'est vraie ou fausse, et que toute morale est fondamentalement relative, et que toute personne peut exprimer publiquement ses croyances dans l'espace public, eh bien au nom de quoi les laïcards de Marianne ou du Rassemblement national prétendraient-ils par exemple faire interdire le port du voile musulman dans les rues ? Au nom de quoi se plaignent-ils de la construction continue de mosquées un peu partout en France ? Au nom de quoi se scandalisent-ils des mœurs et des croyances islamiques, puisque toute religion est libre et appréciable selon le goût de chacun ? Alors dans la continuité de ce raisonnement, l'argument des laïcards et des libéraux, donc que ça vienne d'un gouvernement opportuniste ou d'un éditorialiste sensationnaliste, c'est d'affirmer que l'islam, ou du moins certaines formes de l'islam, sont incompatibles avec les valeurs, entre guillemets, de notre République, entre guillemets. Lesquelles sont d'ailleurs confondues, bien souvent dans le discours, avec notre culture occidentale, ou la culture occidentale. Mais justement, de quel Occident parle-t-on ? De quelle culture occidentale parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'Occident chrétien, ou est-ce qu'on parle de l'Occident post-moderne ou post-révolutionnaire, comme vous voulez, donc l'Occident décadent actuellement ? Et cet argument prouve définitivement l'incohérence de leur modèle, puisque si le bien et le mal ne sont que des concepts aléatoirement soumis à la subjectivité des individus, des circonstances du temps et du droit positif, eh bien alors il n'y a aucune légitimité à affirmer que l'islam ou l'islamisation seraient des phénomènes bons ou mauvais, ou du moins incompatibles donc avec les valeurs entre guillemets de notre République entre guillemets, puisque ces valeurs consistent précisément à permettre la relativité continue des systèmes de valeurs. Et c'est la raison qui explique l'attitude inconstante du régime depuis des décennies vis-à-vis de l'islam. Jadis, animés par une hostilité radicale vis-à-vis du catholicisme, les gouvernements coloniaux d'Algérie favorisèrent longtemps l'islam, et le financèrent même, pour différentes raisons, avant de changer d'avis lorsque l'islam commença à se mêler justement au réveil nationaliste et notamment au mouvement anticolonial. Eh bien, il en est de même sous la Ve République où on voit régulièrement des politiciens sans foi ni loi favoriser l'immigration de masse et flatter la communauté musulmane à l'approche des élections pour le lendemain tenir des discours de fermeté républicaine face au fondamentalisme et à la radicalisation. En clair, l'argument laïciste contre l'islam est le plus ridicule et le plus absurde qui soit, et même, je dirais, c'est l'argument le plus dangereux pour la société, puisqu'elle rend cette dernière incapable de toute réaction ou de toute attitude réaliste et efficace face à ce type de problématique. Et ce danger se formule notamment dans l'effet subséquent donc, du libéralisme philosophique et moral appliqué aux masses et aux institutions. Puisqu'en effet, un peuple apostat, relativiste, amoral, voire même immoral, eh bien c'est un peuple déstructuré,
anthropologiquement dégradé et donc progressivement rendu incapable de tout sursaut, en particulier contre sa classe dirigeante. Et cette incapacité s'explique avant tout par la perte des grâces et aussi, bien sûr, des repères vitaux que fournit à l'homme et à la société la sainte religion catholique. La solution à l'islam, de ce point de vue, sur cette question-là, n'est donc certainement pas le laïcisme ou le libéralisme philosophique, mais bien plutôt l'intégralisme catholique appliqué aux lois, aux institutions et à la société civile. Alors voyons maintenant un autre argument qui est l'argument anti-immigrationniste. Alors, il y a un autre facteur évidemment très important à la présence de l'islam en France, en Occident, à savoir évidemment le facteur de l'immigration. Alors, certains, en particulier chez les identitaires, font objection à nos propositions et affirment que le problème islamique en France et en Occident en général est purement et simplement un problème lié à la politique d'immigration massive organisée par la classe dirigeante depuis les années 70, et ils affirment donc qu'il est inutile que la France redevienne catholique, et que finalement, voilà, seul le projet France blanche à 100% compte, et que tout sera réglé de cette manière. Eh bien, cette vision des choses, même si évidemment elle comporte des vérités, c'est une vision assez superficielle, même si bien sûr elle a de quoi séduire les esprits les plus simples. C'est une vision des choses superficielle parce qu'elle ne règle en rien la question centrale du système philosophique, en particulier du libéralisme. Or, ce sont bien les héritiers du libéralisme philosophique qui, en vertu de leur système d'idées, ont mis en place l'actuelle société néolibérale et multiculturaliste. Car le même esprit ou le même principe criminel qui affirme que les frontières théologiques et morales ne sont qu'une vue de l'esprit, c'est un peu le pendant laïciste du libéralisme, eh bien amène aux principes subséquents selon lesquels les frontières nationales et biologiques sont de nature tout aussi subjective. Ce qui, en l'espèce, est le pendant néolibéral et multiculturel, on va dire, du libéralisme. Donc, croire qu'il suffirait d'organiser une remigration massive et nécessairement contrainte, d'ailleurs, de tous les musulmans de France, voire même de toute personne ayant ne serait-ce qu'un quart de sang extra-européen, eh bien, exprime un certain manque de réalisme. Car les effets produisant les mêmes causes, une France apostate et débarrassée de l'islam demain fera encore face à 1000 menaces politiques et sociétales, et retombera donc logiquement dans ses travers très rapidement pour ces raisons. Et pour commencer d'ailleurs, une France apostate, donc dévitalisée, et malheureusement, anthropologiquement inapte, incapable de produire un tel sursaut avec l'efficacité et la permanence nécessaires à une telle initiative. Et il est vraiment curieux que les remigrationnistes, qu'ils soient libéraux-conservateurs, néo-identitaires, néo-païens ou post-hitlériens carrément, ne soient pas capables de réaliser que ce n'est que lorsque l'Europe était chrétienne qu'elle était anthropologiquement apte à de tels sursauts, lesquels étaient motivés aussi bien par la foi que par la nature, cette dernière étant transcendée, étant surélevée par la première. Et donc un corollaire de l'argument strictement anti-immigrationniste est d'ailleurs l'argument culturel, qui consiste, lui, à affirmer que l'islam ou l'islamisation en Europe serait un phénomène nuisible, uniquement dans la mesure où ce système s'opposerait à notre culture. Là encore, toute la question de la schizophrénie identitaire se pose, qu'est-ce que notre culture ? Et donc, tandis que les laïcards, les libéraux, les immigrationnistes et les globalistes ont dogmatisé l'universalisme au détriment du particularisme, eh bien, les néo-identitaires et autres post-libéraux en viennent à absolutiser le particularisme au péril de la saine compréhension de l'universalité du vrai et de ses constantes naturelles. Au contraire, le catholicisme, grâce notamment à la philosophie thomiste et à la scolastique, accorde la partie au tout, et donc l'universel au particulier, ou plutôt accorde le particulier à l'universel. C'est pourquoi notre critique de l'islam ou de l'islamisation ne se fonde pas sur des arguments purement politiques, culturels et temporels, comme si la présence d'une fausse religion ou d'une idéologie erronée pourrait être légitime dans telle partie du monde et pas dans une autre. L'approche catholique du phénomène islamique dans la société en général se fonde donc d'abord sur un argument théologique et moral consistant à affirmer que l'islam est une fausse religion, porteuse de fausses croyances, et ensuite cette approche catholique donc se fonde sur un argument politique et social consistant à dire que parce que l'islam est une fausse religion, il ne peut pas faire l'objet d'un droit
à la liberté d'expression publique, ni même privée d'ailleurs dans un certain sens, de même qu'il ne peut pas être combattu sous le prétexte très vague qu'il serait contraire à notre culture occidentale. Mais précisément, la culture occidentale dont se réclament les laïcards, les libéraux, ainsi même que les néo-identitaires, correspond à une culture profondément contraire à l'ordre social chrétien, et donc à l'ordre social naturel. Donc on n'a absolument rien dit lorsqu'on affirme que l'islam s'oppose à notre culture, tant qu'on n'est pas capable d'admettre que l'anthropologie française est marquée par une schizophrénie identitaire. C'est toute la question donc des deux drapeaux, des deux nations, si bien traitée justement par Jean de Vigry. Et donc une ligne sommairement anti-immigration ne suffit pas. Elle ne suffit pas ni à expliquer le problème, ni à le résoudre. Le libéralisme philosophique est la matrice commune du laïcisme, de l'égalitarisme, du pluralisme et du néolibéralisme, ces trois derniers phénomènes étant au cœur du système immigrationniste. Il est donc absurde de croire pouvoir régler la question de l'islamisation par la seule ligne anti-immigrationniste si on ne se débarrasse pas à la fois du laïcisme et des idéologies qui lui sont liées, à savoir le néolibéralisme, l'égalitarisme, le positivisme, la démocratie dite libérale. La solution est donc là encore l'État à constitution chrétienne, seule institution capable de sauvegarder un ordre social cohérent, organique et équilibré. La seule alternative d'ailleurs à la solution catholique, ce serait un système socialiste de tendance nationaliste. Le seul exemple actuel que je connaisse de ce type de régime aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la Chine dite communiste, mais qui en réalité est nationale-socialiste. Chine où la présence religieuse finalement n'est tolérée que dans la mesure où elle peut être contrôlée impitoyablement par le régime, faute de quoi elle est brutalement persécutée. Ça a été le cas hier et aujourd'hui encore d'ailleurs des vrais catholiques chinois. Et c'est le cas aussi d'ailleurs des fameux Ouïghours musulmans. Mais je ne crois pas que nos contemporains occidentaux souhaitent un tel modèle, un tel régime pour la France ou pour l'Europe. Alors, il y a un autre argument, un autre mauvais argument contre l'islam aujourd'hui, c'est l'argument féministe. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, une société laïcisée, c'est une société faible, une société craintive, une société impotente. Il n'est donc pas surprenant de voir que cette société en vient à utiliser l'argument féministe pour s'opposer à l'islam. Cet argument est attendu lorsqu'il vient de la gauche, mais il est franchement surprenant, pour ne pas dire pathétique, lorsqu'il vient de la droite. Et on en a encore vu la démonstration récemment, puisque depuis la NUPES jusqu'aux zémouristes, en passant bien sûr par le régime macroniste, eh bien, tous les héritiers de la Révolution ont soutenu la révolte féministe en Iran, bien qu'il soit apparu évident que ces manifestations étaient alimentées par les réseaux atlantistes et par les suspects habituels. Alors, nous n'avons pas de sympathie particulière pour l'actuel régime iranien, mais il est clair que sur le plan temporel, nous avons un peu plus de respect pour lui que pour nos régimes décadents occidentaux. Alors, en résumé, l'argument féministe consiste à démontrer que l'islam est un phénomène menaçant et incompatible avec, encore une fois, nos valeurs occidentales, entre guillemets, parce qu'il est un système oppressant pour la femme. Horrible. Et dans un certain sens, blague à part, nous pourrions être d'accord avec une partie de cet argument parce qu'il est exact que l'islam, par certains enseignements du Coran ou de Mohammed, eh bien, cause effectivement de graves injustices à la femme, et en particulier à l'épouse, dans la mesure où l'islam autorise de façon positive la polygamie, pourtant définitivement proscrite par notre Seigneur Jésus-Christ, et plus encore, l'islam autorise aussi la possession de nombreuses concubines, ce qui s'apparente tout simplement à de l'adultère, ce qui est d'ailleurs très paradoxal, puisque quelque part, on va dire que le divorce civil est libéralisé dans notre société actuelle, la capacité, ou en tout cas le droit qu'on accorde aux gens, effectivement, de se marier, de se remarier, ou de vivre en concubinage, ou de vivre, voire même dans des alliances, ou dans des types de mariage contre nature, eh bien, voilà, c'est quelque part aussi un petit peu légaliser d'une autre manière la polygamie, ou du moins un certain libertinage qui, paradoxalement, est autorisé par l'islam au niveau, justement, de cette autorisation que les musulmans ont, s'ils en ont les moyens, d'avoir non seulement 4 femmes, mais aussi de nombreuses concubines. Dans tous les cas, ce simple état de fait, il y aurait d'autres exemples évidemment à donner sur certains aspects immoraux de l'islam, mais ce simple état de fait génère donc une potentielle injustice morale très grave envers l'épouse légitime, donc l'épouse musulmane légitime, et constitue
une déformation sacrilège du modèle de perfection du mariage chrétien. Et on voit ici que la critique catholique de l'approche islamique de la question féminine est donc fondée sur des éléments objectivement moraux, tandis que la critique féministe de l'islam, telle que je suis en train de la critiquer justement, consiste tout simplement à reprocher à l'islam des modèles traditionnels qui sont bien souvent conformes à la loi naturelle, du moins lorsqu'ils ne sont pas détournés par donc, ce que nous considérons comme étant des inventions de la part de Mohammed, donc des fausses doctrines, ou encore lorsqu'ils sont tempérés par le bon sens, d'ailleurs que conservent un grand nombre de musulmans, notamment sous nos latitudes, peut-être par influence justement civilisationnelle. Cette critique féministe de l'islam consiste donc à reprocher aux musulmans leur tendance à vouloir conserver des modèles traditionnels en ce qui concerne la place de la femme dans la société, dans la famille, les différences naturelles entre l'homme et la femme, ou encore l'observation d'une modestie vestimentaire naturelle chez les musulmanes. Or, sur toutes ces questions, je dis bien sur toutes ces questions que je viens d'énoncer, pour peu que la loi naturelle soit respectée, eh bien, ces attitudes et mœurs musulmanes n'ont rien de répréhensible. Au contraire, elles sont même parfois et même bien souvent louables, et dans tous les cas, tout à fait en accord avec la morale chrétienne, observée d'ailleurs par nos ancêtres depuis 2000 ans. La gauche post-marxiste intersectionnelle a largement abandonné les positions laïcardes, comme vous le savez, du moins lorsqu'elles entrent en conflit avec les intérêts ou avec les droits de ceux qu'ils considèrent comme étant leurs alliés de classe, donc à savoir les musulmans. Et une partie de la droite libérale conservatrice post-républicaine et néo-identitaire se plaît à exploiter le fameux thème de l'islamo-gauchisme pour attaquer leurs adversaires. Pourtant, cette droite libérale conservatrice est essentiellement en guerre, non pas contre des ennemis venus de l'étranger, ou contre les musulmans en l'espèce, mais avant tout contre leurs frères ennemis de gauche, qui sont eux aussi légataires du même héritage révolutionnaire et libéral. C'est pourquoi ils croient pouvoir combattre le port du voile par la promotion de la mini-jupe, de la drague, de la gaudriole, de la promiscuité, qui sont des fléaux postmodernes, essentiellement, d'ailleurs, ce sont essentiellement des victoires de la gauche. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que même dans ce qu'on décrirait aujourd'hui, en tout cas dans les médias, comme étant l'extrême droite, eh bien en réalité, en fait d'extrême droite, nous avons des gens qui utilisent constamment, si vous voulez, les victoires de la gauche pour chercher à combattre la gauche, ce qui n'a aucun sens et ce qui ne fait que renforcer justement au contraire la gauche ou plus généralement, disons, le camp de la révolution. Et donc à les entendre, eh bien, l'islam opprime les femmes parce qu'il ne considère pas, par exemple, que ce soit un droit que les femmes puissent s'habiller légèrement ou sortir tête nue dans la rue, ou multiplier les rencontres d'un soir, ou que les filles puissent sortir jusqu'à 4h du matin sans être embêtées en boîte de nuit, etc. Bon, nous avons beaucoup de choses à reprocher à l'islam, notamment sur des questions théologiques, c'est évident, mais ces aspects-là, je suis désolé, ne relèvent que du bon sens et de la décence commune. Vertu dont la disparition explique pourquoi ce qui tient lieu de droite nationale aujourd'hui est malheureusement infesté de sodomites et de libertaires. Alors je force un peu le trait, mais vous avez compris mon propos. En clair, ces gens veulent les valeurs de mai 68, sans les mosquées et sans les djellabas, mais ils ne comprennent pas que ce sont ces valeurs décadentes qui ont conduit, ou du moins qui ont facilité, l'émergence de la société multiculturaliste et post-laïque qu'ils déplorent tous les jours aujourd'hui. De plus, il ne leur vient pas à l'esprit que le féminisme qu'ils opposent parfois de façon inconsciente à l'islam exprime un modèle de féminité profondément problématique, dégénéré, abject, qui ferait rougir de honte tous nos ancêtres, y compris même ceux du début du siècle dernier. C'est un modèle qui ne peut être proposé en réalité que par une société faible, composée d'hommes sans honneur qui trouvent normal de laisser leurs femmes adopter des comportements scandaleux qui font honte à toute une nation et qui sont en réalité une invitation à la barbarie. En réalité, leur affirmation selon laquelle l'Europe a toujours eu une culture libérale et laxiste vis-à-vis des rapports hommes-femmes, etc., eh bien c'est tout simplement un autre mythe postmoderne. Et il faut vraiment être versé dans une forme de mythologie pour croire que le libertinage et la mini-jupe ont jamais fait partie de la culture occidentale avant l'ère contemporaine. Donc, en bref, la solution, ce n'est pas le féminisme, encore moins lorsqu'il est utilisé comme un outil par des organisations de droite. Non, la solution, c'est évidemment la morale et la culture chrétienne. Nous n'avons pas à choisir entre la mini-jupe et la burqa. Nous avons tout simplement à reconnaître que le juste milieu entre deux erreurs contraires, évidemment, se trouve dans la vérité catholique. Alors, il y a un autre argument qui est
un petit peu similaire, hein. Donc cet argument similaire, c'est l'argument homosexualiste. Et donc cet argument est similaire à l'argument féministe, et il est également, bizarrement, particulièrement exploité par les libéraux conservateurs depuis quelques années. Alors curieusement, ceci s'accompagne d'ailleurs d'une présence de plus en plus importante de sodomites dans les rangs d'une partie de la droite nationale et souverainiste, malheureusement. Alors quoi qu'il en soit, l'argument consiste à dire que l'islam serait un problème, car les islamistes intolérants menacent la sécurité et les droits de nos gentils homosexuels, dont les mœurs, ou du moins la tolérance envers ces mœurs, sont présentées comme étant représentatifs de la culture occidentale. Voilà, donc l'homosexualisme, tout comme la gaudriole, tout comme le féminisme, la mini-jupe ou quoi d'autre, tout ceci ferait partie de la culture occidentale. Et ce qui est vraiment très bizarre, puisque on reproche effectivement à l'islam ou aux musulmans en général d'être intolérants vis-à-vis de l'homosexualité, mais d'un autre côté, n'est-ce pas justement cette tolérance, en tout cas ce mythe, ce dogme de la tolérance, qui constitue plutôt le cœur du problème. Alors, un exemple récent, puisque la Coupe du Monde vient de commencer, beaucoup de droitards se sont rués ces derniers jours pour exploiter les déclarations d'Hugo Lloris, le portier français, donc affirmant que les joueurs de l'équipe de France ne porteraient pas de brassard aux couleurs LGBT afin de respecter la culture locale. Alors, une véritable élite politique et populaire aurait vu ici l'occasion parfaite de doubler la gauche et le régime en affirmant, en demandant, en exigeant qu'en France aussi, eh bien, qu'on ait aussi le droit, comme les Qataris, eh bien, de dire que nous ne voulons pas de propagande LGBT dans l'espace public. Eh bien, au lieu de ça, évidemment, beaucoup de droitards n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se lamenter sur le double discours des bien-pensants qui ne disent rien quand ce sont les islamistes qui menacent nos gentils homosexuels en France. Alors bien sûr qu'il y a évidemment une hypocrisie et un double discours de la part de la gauche, de la part du régime, c'est évident. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'au final, on constate en permanence que l'adhésion, même partielle, ou voire même inconsciente, d'une partie du discours de droite aux acquis de la révolution postmoderne, eh bien, fait glisser toujours plus la droite vers un état de victimisation permanente et d'impotence culturelle, morale et intellectuelle, ce qui se traduit en fait en une acceptation permanente, encore une fois, des victoires politiques et sociales de la gauche. Or, si les forces politiques, sociales, etc., qui prétendent vouloir restaurer la civilisation, l'ordre civil et la décence commune, peu importe que ces forces viennent de la gauche ou de la droite, même si elles viennent plutôt de la droite a priori, mais il y a aussi des gens comme ça à gauche, eh bien, si ces forces adhèrent aux principes fondamentaux de la décadence anthropologique, dont l'homosexualisme est un corollaire notoire, eh bien, leur notion de la conservation est bien plus néfaste qu'elle n'est utile, puisqu'elle ne sert qu'à conserver ce que l'époque a produit de plus nuisible. Alors, pour finir, un autre argument qui est un peu plus léger, un peu plus grotesque, mais c'est l'argument animaliste. L'argument animaliste, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, cet autre argument, en fait, représentatif lui aussi d'une certaine faiblesse anthropologique, c'est tout simplement l'opposition à la viande halal sous des prétextes animalistes, donc sous des prétextes de vouloir défendre, si vous voulez, les droits des animaux à ne pas souffrir, ou en tout cas à ne pas être, à pouvoir mourir dans la dignité. Alors, de nos jours, dans le camp national ou de droite, vous trouvez des personnes pour affirmer que le halal doit être interdit car il représente une pratique barbare qui fait beaucoup souffrir les animaux en les égorgeant, qui fait couler le sang, ce qui serait contraire à notre sensibilité et à nos valeurs occidentales. C'est un petit peu ce qui a expliqué à une époque le succès de Brigitte Bardot qui était très impliquée dans cette cause. Alors pour ma part, petit témoignage personnel, j'ai travaillé comme responsable de bouverie dans un grand abattoir ici en Alsace il y a quelques années. D'ailleurs, je viens moi-même d'une famille d'agriculteurs, et donc dans l'abattoir où je travaillais, on faisait passer les vaches destinées à l'abattage rituel islamique en toute fin de chaîne, en toute fin de série. Et leur mise à mort, franchement, alors, pour avoir vu ça de près, eh bien, si vous voulez, leur mise à mort, que ce soit par la lame ou par le matador, donc le matador, c'est une espèce de pistolet qu'on utilise pour assommer des bêtes, eh bien, si vous voulez, moi, ça m'indiffère totalement. Parce que si on veut parler de souffrance animale, eh bien, il faut savoir que la méthode du matador, donc encore une fois qui est une sorte de pistolet, qui provoque en fait une mort cérébrale à l'animal, eh bien, ce n'est pas spécialement plus agréable pour la bête.
D'ailleurs, surtout qu'il arrive régulièrement, et je l'ai vu très souvent, toutes les semaines quasiment, il arrive très souvent en fait que le chef, le responsable de l'abattage, eh bien, se loupe, et puis il doit s'y reprendre à plusieurs fois avec le matador pour assommer la bête. Moi, ce qui m'attristait vraiment dans ce métier, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas resté très longtemps, c'était surtout les conditions très froides, très industrielles, dans lesquelles ces pauvres bêtes étaient parquées et puis envoyées à la chaîne vers la mort. Voilà, c'est plutôt moi c'est plutôt ce côté-là de l'exploitation des boucheries, enfin des grands abattoirs qui me choquait. C'était pas tellement la façon dont on mettait à mort les animaux, bien sûr. Il s'agit pas de les faire mourir de façon cruelle, mais que ce soit par la lame, enfin par l'égorgement ou par le matador, franchement, ça change strictement rien. Et bon, quoi qu'il en soit, il faut bien manger. Et Dieu nous a donné pouvoir sur les animaux quand même. Donc, il faut voir aussi que si nos ancêtres qui tranchaient la gorge du bœuf, sans hésitation, dans l'étable ou dans la cour de la ferme, écoutaient les arguments de nos animalistes islamophobes aujourd'hui, ils seraient pliés de rire. Ou en tout cas, ils seraient furieux d'avoir produit une descendance de lopettes pareille. Alors certes, cet argument animaliste, qui souvent est un argument, j'ai presque envie de dire, un peu comme le féminisme ou l'homosexualisme, souvent ce sont un peu des arguments, on a l'impression, utilitaires, qui ne sont pas très honnêtes, ou en tout cas pas très sincères. Quoi qu'il en soit, c'est un argument quand même qui est devenu plutôt marginal, tellement il est grotesque. Et puis il faut dire aussi que beaucoup d'animalistes et tout ça sont plutôt de gauche, donc ce sont des gens qui, au nom de la lutte intersectionnelle, auront du mal à se positionner contre l'islam, sinon ils vont passer pour des fachos ou quoi d'autre. Mais là encore, ceux qui veulent interdire le halal au nom du respect de la culture française, se revendiquent généralement toujours pareil, des référentiels libéraux et laïcistes dont nous avons démontré l'absurdité et l'inefficacité. En effet, si nos valeurs sont laïques et libérales, alors il n'y a pas de vraie religion, il n'y a pas de valeur de morale objective, et donc l'islam finalement peut donc librement s'installer et s'exprimer, tout comme le bouddhisme ou le taoïsme dans la société, et donc égorger comme il veut, ou en tout cas se livrer aux pratiques rituelles qu'il a envie. Et s'il y a islam, il y a donc musulmans, et donc il y a aussi un marché commercial à exploiter. Donc là, vous voyez, on passe sur le côté néolibéral. Donc il y a un marché commercial exploité. D'ailleurs, ce que ne manquent pas de faire certains affairistes, notamment issus d'une certaine communauté, qui se livrent d'ailleurs à des pratiques similaires, voire même un peu plus extrêmes, un peu plus détaillées, un peu plus sophistiquées, j'ai envie de dire, en matière de boucherie. Bizarrement, on ne leur dit rien. Et c'est d'ailleurs probablement grâce à eux que le halal ne sera pas interdit de sitôt sous le régime actuel, parce que si on interdit le halal, il faudra, en tout cas, tout est possible, mais il faudra quand même aussi logiquement interdire le kasher, ce qui ne serait évidemment plus du tout la même histoire. Là, on passerait sur un crime d'opinion assez important. Bon, conclusion. Il existe encore beaucoup d'autres mauvais arguments contre l'islam, contre l'islamisme ou l'islamisation. Nous pensons bien sûr que la présence relativement importante de l'islam au sein d'une société occidentale décadente, apostate et démoralisée représente un problème de taille. Notamment, alors il y a différents types de problèmes, mais notamment, si vous voulez, le fait des conversions aussi. Ça, en tout cas, c'est celui auquel on pense en priorité, surtout quand on voit comment ça se passe. C'est plutôt à ça que nous pensons avant tout. Malheureusement, aujourd'hui, y compris à droite, plus personne ne se préoccupe, si vous voulez, de l'âme, en fait. C'est ça qui est un problème. Mais malgré ça, personnellement, je ne pense pas que la question de l'islam soit la menace principale, je dis bien, je ne pense pas que l'islam soit la menace principale pour la société occidentale aujourd'hui. Je dirais que c'est même pas la seconde menace ou quelque chose comme ça. Selon moi, la menace principale pour notre société actuelle, elle repose tout simplement dans les mauvais principes sur lesquels notre société ainsi que ses institutions sont établies et sont d'ailleurs en train de s'écrouler, même si ça semble aujourd'hui encore relativement solide. En réalité, nous en voyons l'écroulement sur ces fondations. Et ces mauvais principes ont produit d'ailleurs la succession de malheurs, d'injustices et de problèmes qui minent cette société aujourd'hui encore. Donc, la seule solution consiste à remplacer ces mauvais principes par des principes objectivement vrais et bons, à savoir la foi catholique, la morale naturelle, l'organicisme et tous les principes, systèmes et modèles qui en découlent, et donc de les intégrer concrètement donc dans la Constitution, dans les lois, dans les institutions, dans la société. Donc les bons arguments contre l'islam, ça ne consiste certainement pas à se revendiquer du laïcisme, du féminisme, de la défense des droits LGBT ou de la dignité animale, mais ça commence par la foi et ça commence aussi surtout
Et ça va avec la foi, bien sûr, hein, foi, espérance et charité, mais ça commence par la foi et par la charité catholique. La foi est nécessaire pour sauver l'homme et la société, pour les élever au-delà de leur nature, sans jamais contrarier celle-ci, mais en la perfectionnant, aussi bien à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle du corps social. Et la raison qui permet de connaître et d'accepter la foi est tout aussi nécessaire dans cette perspective, évidemment. Et c'est ce modèle qui permettra de restaurer la civilisation occidentale déchue et de rebâtir une société saine, juste et apaisée dans laquelle le catholicisme sera le référentiel politique, législatif, moral et culturel. C'est le seul modèle qui puisse purger la société actuelle de ses tares et établir un modèle de société réconcilié dans laquelle l'islam ne sera plus un sujet de crainte ou de réaction hystérique puisqu'il sera contenu dans le cadre d'une convention de tolérance sous certaines conditions strictes, de même d'ailleurs que pour d'autres religions non catholiques, et donc qui seront très strictement encadrées, et voire même contrôlées par nous. Et ce modèle de société attire déjà le respect et l'intérêt de beaucoup de musulmans qui reconnaissent que nous sommes les seuls à vraiment les comprendre finalement, ce qui est évident. Et ce modèle permettra non seulement la rechristianisation, et donc la revitalisation morale et anthropologique des Français issus de familles donc tombées dans l'apostasie, de familles anciennement chrétiennes, mais permettra aussi, si Dieu le veut, la conversion progressive de citoyens issus de familles musulmanes, lesquels, par la pression naturelle de l'environnement, se tourneront vers la vraie religion dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas seront, en quelque sorte imprégnés, si vous voulez, des valeurs chrétiennes à un niveau extrêmement concret. Alors pour le reste, les principes catholiques en matière de souveraineté, d'économie, de police, de justice sociale et de droit, une fois compris, présentés et appliqués, à mon avis, ne peuvent que convaincre toute personne honnête et soucieuse du bien commun, qu'elle soit catholique ou qu'elle ne soit pas catholique d'ailleurs. Mais pour le moment, nous sommes réduits à une minorité au sein de l'ancienne chrétienté, devenue l'Occident postmoderne, et peut-être qu'un jour prochain, si Dieu permet que nos voix se fassent entendre et que notre zèle et notre prudence soient récompensés par un accroissement de notre influence politique, culturelle et économique, nous serons peut-être un jour dignes de reprendre le pouvoir, que ce soit en France ou ailleurs. Dans tous les cas, je ne crois pas que le populisme de droite actuel soit à même de répondre aux défis de notre société, en particulier par rapport aux défis qui concernent l'islam. L'opposition à l'immigrationnisme devient de plus en plus populaire au sein de la société, y compris chez les électeurs régimistes, mais il est évident que cette seule thématique ne suffit pas à faire une politique et à prendre et surtout à maintenir le pouvoir sur le long terme. Mais bon, je vais garder tout ceci pour de futures réflexions. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Que Dieu vous garde et à très bientôt.